rien, absolument rien ne peut justifier que M. Kassé soit assis. Moi, je l'ai baillé. C'est la première des choses. La deuxième chose, celui-là, c'est un tableau. Je nomme asseyez-vous, vous saluerez après. Celui-là, c'est un tableau. Je ne parle même pas de votre président. Ces tableaux, c'est les grands de ce monde qui les lui commandent. Si dans votre expérience de vie, il y a des personnes que vous respectez éminemment, c'est depuis le primaire jusqu'à l'université, vos professeurs, kenn xalaatul sa professeur ñëw toog yow nga nekk fu kenn xamul. Ne me dites surtout pas que qualité nañu génn taxi amul wala transport amul soo ko xamee kon dans ces conditions nga jël say matukaay pour teel a jóg. Je ne suis pas content du tout. Pas par rapport à vous qui êtes là, mais vous faites une corporation, il faudra transmettre ça aux autres. Parce que la raison pour laquelle on a fait ce projet Yes, et je vous le dis, Wark a accepté de piloter ça parce que fondamentalement on croit aux jeunes, mais su fait qu'on est rek li ñuy jet di fay kon dans ces conditions ñu ne ko jël sa bagage dem. Mais une journée, rien qu'une journée boo xam ne bi on est sûr que suñ ko defee dina amal njëriñ jeune Sénégal dina amal njëriñ jeune de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique ensemble. Pour moi, c'est un axe de volontariat absolument qui en vaut la peine. Il faut que nous donnions des guerres. C'est ça ma conviction. Et je sais, et je crois que vous le savez. Donc je suis éminemment fâché. Je ne suis pas content parce que certains d'entre vous se permettent d'arriver à retard. Il y avait déjà un problème avec ce nom. Eugénie Rokhaya Awo a pris de son temps extrêmement précieux. J'ai demandé à Marianne, malgré tous les dossiers que je lui confie, qu'il fasse le tour pour vous rencontrer, vous. Sur le total que vous êtes, ils n'ont rencontré que la moitié. Ni ci des fan lañ nekkoon ak dans quelles conditions lañ doon liggéey. Quand vous avez fait le sketch ici, j'étais très content. On va piloter le projet de Barack Obama qui s'appelle Yali. Quand j'ai vu votre documentaire, j'ai dit à Marianne, il faudrait que je montre ce documentaire-là à ceux qui vont piloter le projet, parce que c'est ça qu'on veut. Mais on a eu ça dans le documentaire, mais dans les faits, on n'a pas ça. Amuñu ko dañu waxante dëgg gis nga nag booy vraiment ngeen baal ma mais dañu waxante dëgg yenn liggéey yi su fekkee nit ki yaa ngi ci ñu formé la génne ci li nga persisté fa doo dem fay avancement mu pas possible. Il est temps qu'on se dise des vérités dans ce pays-là et avec cette jeunesse-là li ngeen nekk du yoon tey du yoon ëllëg. Beneen exemple bu ma ci gis ça c'est vous, c'est l'esprit des jeunes. C'est par rapport à cette visite à Fatick am ci kuñ ci interroger lan la wax ne même agriculture am na ay soxla il faut financement gis nga loxo boo xam ne bii doo jóg uuti yàlla du la barkeel waxuma sax Macky Sall mais yàlla du la barkeel. bugguma leen xasuma leen mais li xew dafa ñaaw lool kilifa yi je n'ai cité que ça celle-là elle travaille là-bas à you know what is ah Saint Apix mais ñi tardé ci yéen su ngeen demoon Apix kenn du leen faale parce que kii elle est témoin. C'est une jeune elle est comme vous xëy na ëllëg si biir ngeen soxla Apix xëy na yéen ñi nekk fii di ngeen ñemee dem Apix gis ko mais ñi tardé naka lañ mën a dem ci moom ne dañ bëgg financement est-ce que na leen gëm. Parce que pour financer quelqu'un ou pour le sponsoriser, il faut lui faire confiance. Comment pouvez-vous faire avec confiance? Ils prennent tellement les choses à la légère, comme à l'image de notre pays, rien n'est un problème, tout peut se régler. Bon, Khalidou, Marem, Mignan, Olga, ma grande, ak ci des maa ngi jéggalu lool parce que lii neexuma ah je ne suis pas content bon ñëwuma aussi pour esprit naa xas wala dama mer non je peux me tenir mais dëgg gi moom il faut ñu génne ko génne nañ ko c'est pas très joli et s'il vous plaît si vous pourriez faire une réunion entre vous pour quand même lii ngeen critiquer ko c'est comme ça que vous allez avancer si vous ne le faites pas je ne vois pas d'évolution. À nouveau je vous remercie énormément parce que Khalidou peut être un sponsor pour vous.
une source de financement. Et je sais que parmi vous, il y en a qui sont dans les arts. Mais nag ngay comprendre kii ne su demee gis benn kilifa ne xale dimbaleel xale bi, il est sûr et certain que xale bi dina def loo xam ne lii xam nga boppam dina siggi bu mun a xool ki nga xam ne moom da seeti woon. On ne peut vous juger que c'est cette base-là. Voilà, man j'étais là rek pour ouvrir les choses. Eugénie, j'ai ouvert mon neveu. Non, mais Eugénie, c'est un cas d'école, c'est un cas d'exemple. Il a appris la leçon. Il a ouvert son Khalidou, il est à la tête d'un groupe de jeunes très dynamique, mais il a appris la leçon parce qu'ils ont ouvert ici à la place du souvenir. Je suis venu à l'heure, eux ils n'ont pas commencé. Et j'étais là, qu'est-ce qui s'est passé? Mangi tok, ma wara wax, ñu ngi nekk di déplier ay drapeaux, yu kenn xamul, tous leurs préparatifs, j'ai été le témoin. Ma ne ko mais lii su ngeen ko defee su fekkoon xamoon naa la naka laa nay respecté. Voilà, ngeen baal baax ñu ngi jógee ci Korité boy, vraiment ñu baalante ak, mais lii aussi ngeen jàpp ko def ko téere pour que quand même ëllëg si bu mu leen dal. Voilà, Eugénie, j'ai terminé. Je crois que toi et Marianne, vous pourrez peut-être faire le reste, mais je reste dans la salle. Voilà, merci. Ils vont vous faire une présentation de leur projet assez succincte pour que vous ayez une idée de sur quoi ils travaillent. Puis après, ce sera l'occasion de vous parler du... comment ça s'appelle? Du réseau. Parce qu'ils ont créé un nouveau réseau à l'issue de la formation, de vous dire comment est-ce qu'ils pensent dérouler le réseau, maintenir les activités. Et puis après, on va présenter les boursiers à leurs mentors pour faire un peu connaissance. Et on va avoir quelque chose à manger et vous pourrez discuter autour d'un petit pot. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Essentiel à la lumière du projet précédent qui avait été géré par le WARC, le projet DACT, à savoir également un renforcement minimal de capacité dans le domaine de la gestion des projets d'art qui nous semblait essentiel parce que pour nous, le développement, il doit prendre racine dans ce que sont les gens, dans leur culture, etc. Et dans les besoins réels exprimés par les personnes qui ont besoin de ce développement-là. Donc pour nous, l'aspect culturel est un aspect essentiel. Et c'est un aspect qui va aussi avec le développement de tout ce qui est citoyenneté. Donc, on a ajouté ce volet culturel d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire qu'on a décidé de faire l'évaluation, l'auto-évaluation du programme à partir d'un membre du groupe qui est comédien et qui a une troupe de théâtre. Et donc, avec Bachir, il a eu à rencontrer ces jeunes, les espoirs de la banlieue, et ils ont fait tout le cheminement du groupe à partir d'une pièce de théâtre. Donc ça, c'était pour l'aspect culturel. Il faut dire que la formation n'a duré qu'une semaine. Donc c'était assez intense. C'était une alternance de sessions en salle, mais également d'activités à l'extérieur. Donc voilà comment s'est déroulée la formation. Ils étaient environ 16. Et à la suite, à la fin, lors de la clôture du projet, on a essayé d'inviter un certain nombre de personnes, d'institutions, qui nous semblaient intéressants pour assurer un suivi à cette formation. Le suivi, ce qui était programmé pour le suivi, c'était essentiellement des entretiens téléphoniques. Nous, ça nous semblait insuffisant. Donc au niveau du WAC, on a décidé de faire des visites terrain, comme M. Sen l'a dit. Sur à peu près 16 personnes, on n'a pu en visiter que 8. Et ça a été extrêmement difficile de les avoir, de débattre avec eux, de discuter avec eux. On programmait des rencontres et puis bon, on a senti, Marianne a senti que ce n'était pas tout à fait ça. Le ramadan s'en est mêlé, donc évidemment, pendant le ramadan, on ne peut rien faire. Donc, non, je le dis de manière ironique. Non, c'est l'expérience qu'on a eue. C'est l'expérience qu'on a eue. C'est que quand tu y vas le matin, les gens dorment, l'après-midi, les gens sont fatigués. Donc, tu ne peux rien faire. Donc, voilà un petit peu l'expérience qu'on a eue. Peut-être
dans ce type de projet, il faudrait imposer au départ, c'est qu'on ne connaît pas vraiment les organisations que l'on sélectionne. Donc peut-être au départ, faudrait-il imposer, quand il y a des projets de ce type, un diagnostic institutionnel minimal. C'est-à-dire qu'on puisse aller rencontrer les gens déjà dès le départ, et puis voir si effectivement le renforcement de capacité va apporter quelque chose, s'ils en ont vraiment besoin. Donc je crois que ça c'est un point. Bon, nous avons été donc voir un certain nombre d'organisations. Bon, certaines organisations, on a vu qu'on nous a fait un petit peu tourner en bourrique, on a compris. D'autres organisations, c'était assez exceptionnel, ce que l'on a pu constater. Et moi, je dois dire, je dois même faire une autocritique quelque part, parce que l'une des organisations, l'un des membres que je trouvais extrêmement farfelu, même sur le plan du comportement, etc., physique et tout, eh ben, c'est l'une des organisations qui a été vraiment, qui m'a séduite. Parce que c'est vraiment, tu vois vraiment la mobilisation au niveau local. Donc ça c'est intéressant, malheureusement il n'est pas là, donc mon idée première est en train de revenir. Donc, ça le fait rigoler. Non, mais voilà, autrement, bon, on est allé à Thiès, on est allé à Saint-Louis, bon, on a vu les espoirs de la banlieue, et donc on a décidé que seules les personnes à qui on avait pu rendre visite présenteraient des projets cet après-midi, présenteraient leurs projets cet après-midi. Parce qu'on a vraiment fait l'effort de joindre tout le monde, et malheureusement, voilà. Donc voilà, mais pour moi, c'est aussi une expérience. Hein. On apprend de ce qui est en train de se passer et on apprend pour, s'il y a une prochaine fois, probablement le projet, à partir du projet YALI, pour essayer de nous réajuster et de faire en sorte que les personnes qui vont être sélectionnées puissent réellement faire le changement là où elles vont se trouver. Donc encore une fois, merci pour ceux qui sont venus ici pour accompagner les jeunes. Et je pense qu'on peut continuer avec la présentation des boursiers. Ça vient de voir que c'est moi. Mettre la phraséologie pour que ça embrasse et que ça donne un message qui correspondait au projet, qui dans un premier temps était JET d'ailleurs, JET. C'est Jessica lui aussi qui a ajouté le petit. Quelques années au sein du Conseil des ONG. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu à coordonner aussi le Forum social mondial au Sénégal. Puis je participe à beaucoup de réseaux sur le continent qui travaillent sur le leadership des jeunes, des femmes, mais aussi sur les questions de développement. Mais dans le sens vraiment de promouvoir les initiatives locales. Et actuellement, avec Ousmane, nous sommes en train de conduire une initiative qui rêve de reprendre le débat sur le panafricanisme. C'est là que je disais, il sera bon, comme vous voyez, pour que les artistes, les créateurs imaginent avec nous comment il va être possible d'une génération à venir que nous léguions à nos enfants, à nos petits-enfants, une Afrique fédérée. Parce que quand même, on ne peut plus continuer à laisser ce continent-là dans sa façon balkanisée, incertaine, frappée par les crises et les conflits. Et voilà, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé quand le WARC m'a invité avec ma sœur de venir participer à la formation des jeunes. C'était pour moi vraiment une opportunité parce que des choses comme ça aussi, je l'ai fait en Afrique et à l'université, dans les universités européennes. Donc en Suisse, en France, en Belgique, il m'arrive d'être invité pour participer à des débats d'échange entre générations avec des étudiants en formation et d'en recevoir aussi certains qui viennent en stage que nous envoyons un peu partout. C'est pourquoi c'est bon, comme Ousmane a dit, qu'on encourage cette jeunesse-là à aller dans le sens d'être demain un groupe de leaders sur qui on peut compter pour changer les choses. Et fondamentalement dans le comportement comme dans la pratique. Merci de m'avoir invité. Fondateur de l'école des arts visuels Tagat pour la formation des jeunes. Et je remercie franchement Ousmane Sène, je remercie le WARC de m'avoir invité à assister à cette rencontre que je trouve très importante. Parce que j'ai déjà travaillé un peu sur ce sujet depuis très longtemps.
Mais je me disais que, mais à qui léguer un peu ce travail, parce que je ne peux pas être partout à la fois. Récemment, je viens de former 150 talibés pour leur donner un métier. Et ces enfants sont fonctionnels actuellement dans la région de Thiès. Et je me suis battu avec mes moyens pour arriver à cela. Ces talibés aujourd'hui sont devenus des artisans qui font du batik, qui font de l'artisanat d'art, la coiffure, la cordonnerie. Ils sont aussi coiffeurs. Parce qu'effectivement, quand on parle de transformation sociale, c'est pour dire que l'art est transversal. Nous avons dépassé, comme je l'ai dit souvent, l'art pour l'art. Mais nous parlons d'art de progrès et l'avancement. Si c'était à l'époque de Picasso, de Rembrandt, de Léonard de Vinci, on peut parler de l'art. C'est des émotions. Mais nous sommes face à un continent agressé de partout. Les enfants sont dans la rue, personne n'en parle. Madame Eugène Rocher disait parler tout de suite de sel sénégalais, mais il y a le sucre aussi, mais il y a aussi le piment. Le piment, c'est vraiment cette vérité que nos peuples ne peuvent pas entendre. Ces enfants qui sont dans la rue, comment faire pour les sortir de la rue? Et je suis content de rencontrer ces jeunes pour leur léguer un peu ce pouvoir-là, parce que Madame Aminata, quand je l'ai rencontrée la dernière fois, elle me disait ce projet, il faut l'étendre dans les 14 régions. Mais je ne peux pas aller partout. Mais si ces jeunes sont prêts, on va les accompagner, leur trouver les moyens vraiment d'asseoir un peu leur base, un peu partout, pour transformer socialement ces enfants, pour leur donner leur dignité. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je viens plus pour partager avec vous, mais je sais que je n'ai pas beaucoup de choses à vous apprendre, parce qu'on est de la même génération. Mais nous allons essayer de voir ensemble comment aider et partager nos pairs et nos dirigeants qui sont là, nos mentors, pour que l'on puisse développer nous tous ensemble nos structures. Merci beaucoup. Oui. Je m'appelle Samba Kanté. Je suis encadreur de Kalibou Kassé. C'est un Kanté. Il s'occupe de l'encadrement des tableaux. Bonjour, moi c'est Olga Diadio. Je travaille à la PIX comme chargée du suivi des projets d'investissement. Je suis tout aussi jeune que vous. J'ai une maigre expérience et j'espère pouvoir vous apporter tous beaucoup en termes de conseils, renforcement des capacités et puis également apprendre de vous pour pouvoir mieux vous guider. Et je voudrais remercier le professeur Sen et son équipe pour la confiance, parce que ce n'est pas évident de confier le destin de quelques jeunes très ambitieux à d'autres jeunes. Merci. Professionnellement, donc si vous voulez, associé à une société qui s'appelle People Input dans le numérique. Mais je pense que je suis là plutôt pour mon autre casquette orientée dans l'entrepreneuriat social. Je représente ici Ashoka, qui est une organisation qui travaille dans l'accompagnement des jeunes, notamment, et dans l'entrepreneuriat social surtout. Et je suis fondateur du programme actuellement diffusé à la télé qui s'appelle Voix des jeunes, qui est une émission aussi qui mobilise 50 jeunes dans le Sénégal autour d'un concours sur les solutions de développement. Et donc, tout comme Olga, je pense qu'on a tous à peu près le même âge. Et je suis très très heureux de pouvoir m'associer à ce projet et à pouvoir travailler avec ceux avec qui je vais travailler pour toujours dans le même objectif, de construire notre Sénégal. Parce que moi je pense qu'on n'est pas la jeunesse de demain, on est la jeunesse d'aujourd'hui et c'est nous qui allons faire les choses dès maintenant, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Un petit commentaire autour de ça. Ça aussi. J'ai beaucoup fait traîner là-bas de 9h à 17h. Sans oublier aussi M. Diouf qui m'a fait l'honneur d'être venu à Saint-Louis pour animer là-bas une conférence. Pour dire que la formation du programme JETS m'a vraiment servi, moi, dans le cadre de mon projet. Donc, pour aller dans le vif du sujet, j'ai le plaisir de vous présenter le FOJELA, le Forum des jeunes leaders d'Afrique, qui est une organisation jeune qui a juste 2 ans et qui a été fondée au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, suite au parrainage, bien évidemment, du recteur, de l'ancien recteur de cette université, le professeur Lamine Gueye, actuel recteur de l'Université de Bombay, puisqu'il a été muté, et bien sûr, sous le parrainage aussi d'un certain nombre de professeurs d'université et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est une organisation jeune, une organisation de jeunes qui regroupe des lycéens et des étudiants, mais aussi une organisation pilotée par des jeunes, une équipe dynamique et polyvalente. Puisque nous sommes dans un cadre universitaire, on a su profiter un peu de cette diversité qu'offre l'université en matière de formation, en matière de capacité. Nous avons parmi nous
des politistes, ceux qui font la science politique comme moi, mais aussi ceux qui font la science éco, ceux qui font de la sociologie, ceux qui font de la géographie, de l'environnement, etc. Pour vous illustrer notre équipe, voilà quelques photos de l'équipe. Ça, c'est lors de nos journées portes ouvertes cette année-ci. Et aussi une photo qui a été prise à Louga, parce que nous sommes aussi dans une politique de décentralisation. Nous comptons pas seulement limiter notre association au niveau de la ville de Saint-Louis, mais nous souhaitons aller dans les profondeurs du Sénégal, aller surtout vers les enfants, vers les élèves, vers les lycéens et vers les étudiants qui sont hors Dakar et qui souvent se sentent oubliés. C'est l'impression qu'on a lorsqu'on part à Louga. Ils nous disent que nous sommes délaissés. On ne reçoit presque rien en matière de formation extrascolaire, en matière de formation en leadership, en développement personnel, etc. On s'est surtout fait connaître dans nos tentatives plus ou moins réussies, je ne sais pas, aux gens de juger, de réhabiliter quand même l'université en tant qu'espace paisible, en tant qu'espace de réflexion, en tant qu'espace de débat et espace de critique. Récemment, j'ai entendu le professeur Amadou Alidjian dire que l'université, c'est le temple de la critique, sur 2STV à l'émission de Sadakan. Donc j'ai beaucoup aimé, et ça a été un de nos credos, une de notre mission, c'est de rétablir l'université sénégalaise dans sa fonction même de production ou bien d'accouchement d'idées novatrices et de critiques. Et nous avons commencé le mercredi 22 janvier 2014 par une conférence avec le professeur Cheikh Tidiane Gadio. Vous pouvez en faire certaines photos. Et un amphithéâtre plein, comble. Ensuite, il y a eu aussi le Mandela's Day. Suite au décès du président Nelson Mandela, on a voulu le célébrer. On peut vu que c'est un monument pour nous, la jeunesse. Une personne, en tout cas, qui peut constituer véritablement une référence valable pour nous, incontestable. Donc, nous avions eu M. Mamoudou Ibakan qui était venu. Il y avait le premier secrétaire de la Mossad aussi. Voilà un peu quelques photos de ce panel qu'on avait organisé. Et tout récemment, il y a juste 3 mois, on a eu à tenir, comme je le disais tout à l'heure, avec notre papa, M. Mamoudou Minyan Diouf, une conférence encore sur le thème quel leadership pour une université sénégalaise publique d'excellence. Donc, on a eu à inviter notre père, M. Mamoudou Minyan Diouf, coordonnateur du Forum social, mais aussi d'autres professeurs, le professeur Felwine Sarr et aussi le professeur Maurice John. Pour rappel, lors de nos 2 premières conférences, c'est-à-dire lors de la conférence sur Gadio, le thème porte sur l'Afrique a besoin d'un nouveau leadership panafricaniste et citoyen. Et lors de la 2e conférence, pour rendre hommage à Nelson Mandela, le thème porte sur quel héritage Nelson Mandela laisse-t-il à la jeunesse africaine. Donc voilà quelques photos. Aussi, on ne s'est pas limité à ces tentatives d'organiser peut-être des séances de discussion, des séances de réflexion, des conférences ou bien des séminaires, mais on a aussi tenté d'installer durablement et dans le concret des projets qui viseront concrètement à changer le devenir de nos concitoyens, principalement des lycéens et des étudiants. Et c'est dans ce cadre que, dans le domaine environnemental, on a eu à innover un peu en faisant des poses de poubelles. Mais quelles poubelles? On a pris les poubelles qui sont au niveau des restaurants universitaires, qui produisent plus de 300 poubelles de Ninel d'une taille assez grande et qui souvent, malheureusement, sont jetées, faute de pouvoir être recyclées. Donc, on a pu utiliser cela, en faire des poubelles, comme vous pouvez voir, en faire des poubelles coupées, de sorte que ça pourra être accroché à des poteaux et que les étudiants pourront y jeter leurs déchets. Donc, ça a vraiment suscité les félicitations de nos professeurs, mais aussi des autorités administratives, puisque ça a véritablement servi à assainir un peu plus l'université Gaston-Berger. Maintenant, on souhaite bien dépasser cette étape-là, c'est-à-dire on souhaite apporter une couche nouvelle encore, puisque les poubelles ont été acceptées dans le domaine universitaire, on souhaite étendre la base de ces poubelles-là, que ça puisse entrer dans les institutions telles que le WAC, que ça puisse être installé dans des bureaux, un peu partout aussi, pourquoi pas, dans des quartiers, si la taille peut être agrandie. Et voilà les modèles recyclés.
peut-être il y a nos parents artistes qui sont là, peut-être ils pourront après donner une appréciation par rapport à cela. C'est toujours les bouteilles d'huile, mais qui sont décorées artistiquement, de sorte que ça soit plus, attirant. Dans le domaine éducatif aussi, on a pas mal de projets, organisation régulière de sessions de formation en leadership, en entrepreneuriat. En leadership, il y a plusieurs domaines. On a décidé d'enseigner aux élèves de la ville de Saint-Louis et de la ville de Louga des choses peut-être pas forcément aériennes, des choses qui forcément ne vont pas les concerner directement, mais de les aider à comprendre des choses faciles, des choses qui leur sont accessibles, des choses qui leur aideront directement à réussir dans leur étude. C'est pourquoi on a créé un nouveau module, vous nous en permettrez, s'il y a des experts en leadership ici, intitulé « Comment atteindre ses objectifs en milieu scolaire ». Donc, c'est des genres de modules qu'on enseigne à ces élèves-là pour qu'ils puissent mieux être conscients de leur mission première qui est de réussir leur étude, mais ensuite de leur mission secondaire qui est aussi peut-être la plus primordiale, qui est d'aider au développement de notre pays. En 2015, cette année-ci, on a eu à faire des formations dans 15 établissements scolaires et au total, 658 élèves et étudiants ont participé à ces formations-là. Quelques photos de ces formations. Là, nous sommes au lycée des jeunes filles Ahmed Fall, à Saint-Louis. Là, nous sommes à Louga, où on a visité 5 lycées, le lycée Sam May, le nouveau lycée de Louga, etc. Ça, c'était à Louga et je suis en train de reculer. Voilà. Ça, c'était dans une école privée de la ville de Saint-Louis. Pour dire que l'impression qu'on a eue, c'est que les jeunes n'attendent que ça, en fait. Puisqu'à chaque fois que nous partons dans une salle, cette salle-là est archi-comble. C'est pour dire que les jeunes ont envie vraiment de savoir c'est quoi le leadership, ont envie vraiment d'avoir des connaissances pour développer leur localité, au niveau local d'abord, ensuite leur pays. Sauf que souvent, ils ne trouvent pas l'effectif, ils ne trouvent pas l'offre, ils n'en trouvent pas les services et l'opportunité. Dans le volet de la participation politique aussi, on a eu à mener pas mal d'activités parce qu'on s'est dit que là, en tant que futurs dirigeants, peut-être certainement certains d'entre nous seront les futurs dirigeants de ce pays, seront les futurs Nelson Mandela et tout, on s'est dit qu'on ne doit plus observer une certaine neutralité politique, qu'on doit pleinement maintenant participer à la vie politique de notre pays. Peut-être pas faire de la politique politicienne, c'est ce qu'on pourrait me dire, mais juste contribuer au moins à partir de nos connaissances au débat politique scientifique, dire les grandes orientations, les orientations majeures, ce qu'on souhaitait faire de notre pays et ce qu'on souhaitait que nos hommes politiques fassent de ce pays-là. Et c'est dans ce cadre qu'on a hérité d'un projet que l'UGB nous a légué, nous a offert un projet, c'est l'Agora, Agora UGB, qui a été organisé en 2012 pour inviter les différents candidats aux élections présidentielles de cette année-là, 2012. Malheureusement, il n'y avait eu que 2 candidats qui étaient venus, notamment M. Ibrahim Fall et M. Moustapha Niasse. Peut-être les autres fuyaient, c'est ce qu'on nous a dit. Les autres fuyaient le débat. Et aussi, il y a le fait, il faut le souligner, qu'ils avaient de quoi avoir peur. Parce qu'on leur disait qu'une fois ici, vous aurez des professeurs d'université devant vous en sciences économiques, des professeurs d'université en agronomie et tout. Voilà. Nous, à notre niveau, lorsqu'on a eu à hériter de ce projet, on a vraiment eu à un peu baisser le niveau afin de pouvoir mieux les attirer. Donc, on a eu à leur dire que ce n'est pas des professeurs d'université qui forcément vont vous suivre, mais c'est plutôt des citoyens simples. Notre maman qui vend des guette-tchaf dans la rue, l'étudiant simple, le pêcheur de Guetnar, qui viendront vous poser des questions auxquelles vous aurez bien l'amabilité de répondre. Et on a eu à appliquer cela lors des élections municipales de 2014 à l'UGB. Et devinez, tous les candidats aux élections locales à la mairie de Saint-Louis sont venus présenter leur programme et leur projet. Que ce soit Cheikh Bamboudier, que ce soit l'actuel maire Mansour Faye, que ce soit Ahmed Fabre, ils sont tous venus présenter leur projet à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Un débat, chacun a eu à tenir avec ses concitoyens un débat de 2 heures de temps au minimum. Et nous comptons bien évidemment assurer une certaine continuité de ce programme aussi à travers des auditions à mi-mandat, pourquoi pas. Avant le mandat, il faut faire des auditions, il faut faire des agoras, mais aussi durant le mandat peut-être, à mi-mandat, ou bien chaque 2 ans, si on peut interroger les gens pour qu'ils nous disent ce qui a été fait, ce qui est en retard, pourquoi c'est en retard, quels sont les projets, quels sont les virements qui ont eu à être observés. Et pourquoi pas aussi, lors des élections présidentielles prochaines, on ne sait pas en 2017-2019,
on est suspendu à la décision du chef de l'État et peut-être du peuple sénégalais, puisque ce n'est pas un référendum que ça va passer. Mais bon, on attend en tout cas. Et il y a aussi deux autres projets majeurs que nous sommes en train de mener actuellement. C'est le projet socio-éducatif, un étudiant, un élève, que nous sommes en train de mener. Ce samedi-ci, à Saint-Louis, nous devons nous rendre au niveau de l'école élémentaire de Sana Wolof, qui est contiguë, qui se trouve à juste 100 mètres, moins de 100 mètres de l'université, mais qui profite en rien de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. On s'est dit que c'est dommage. On s'est dit que nous, étudiants, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. On va essayer d'aller dans ces lycées, dans ces écoles élémentaires. On va essayer de voir ce qu'on peut prendre au niveau de nos universités, peut-être des tables bancs qu'on n'utilise plus, peut-être des ordinateurs, peut-être des imprimantes. Parce que, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'est des écoles qui manquent de tout, véritablement de tout. Même les lampes, ça manque. Le directeur n'a pas d'ordinateur, n'a pas d'imprimante, n'a rien du tout. Donc nous, on s'est dit, pourquoi ne pas apporter notre pierre à l'édifice? Et surtout, côté scolaire, côté éducatif, concrètement, comment faire pour que chaque étudiant puisse parrainer un élève, de sorte qu'il pourra lui offrir peut-être des stylos, des choses qu'il n'utilise plus, des livres, et pourquoi pas l'encadrer peut-être 1 heure par semaine à mieux comprendre ses leçons, à mieux apprendre, etc. Ça, c'est le projet Un étudiant, un livre. En dehors de cela, il y a aussi la tenue d'un tournoi national de duel de livres que l'on compte mener. Parce que le constat actuel, c'est quoi? C'est que les gens ne lisent plus. Précisément les jeunes, ils ne lisent plus. Ils n'ont plus cette tendance à consulter les ouvrages. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est peut-être Facebook, c'est peut-être Twitter, c'est peut-être l'Internet et tout. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas mener un tournoi de duel de livres, joindre l'agréable à l'utile, en confrontant des équipes venant des lycées qui vont débattre autour d'un livre. Donc, c'est un de nos projets majeurs aussi qu'on compte mener dès l'année prochaine. Pour vous dire que finalement, avec le FOJELA, notre credo, notre mission principale, c'est d'inscrire les valeurs sacro-saintes du leadership à notre cible, aux étudiants, aux lycéens, afin que ces gens-là puissent développer véritablement leur environnement immédiat, leur localité et pourquoi pas notre pays. D'où notre devise, le leadership en vous. Merci de votre aimable attention. Je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. De l'université Gaston Berger, ce qui permet en particulier aux maires de continuer tranquillement leurs études. Et je pense, enfin, c'est plus une garderie, comment vous appelez ça? Une case des tout-petits. Et ce qui est intéressant, c'est que la case des tout-petits ne ferme pas. Donc elle est ouverte, je pense, de 8h à 18h, ce qui permet, bon, les enfants qui doivent être allaités, les mères vont venir les allaiter, mais en tout cas, les enfants sont là et les mères peuvent étudier tranquillement. Donc ils ont signé une convention avec la case des tout-petits. Pour apporter cette facilitation. Autre chose aussi, il y a ici humaine. Si vous faites ces activités-là informelles, peut-être que nous-mêmes on pourra venir et puis si vous voulez vous soutenir, mais aussi ce courage que vous avez de dire il y a trop de désordre sur le campus, il faut que la paix revienne. Je crois que ça, c'est la réaction de tous les étudiants qui devraient être partout sur les campus. Tant que les étudiants n'ont pas le courage de se dire que c'est la pagaille sur les campus et la pagaille ne peut pas régner dans un espace de paix, les universités sénégalaises vont dégringoler vers la queue du classement. Parce que quand quelqu'un qui a été d'ailleurs à l'origine de la création du syndicat le plus perturbateur, du syndicat d'enseignants le plus perturbateur, il a écrit dans tous les journaux pour se désoler du fait que l'université dégringole et en disant c'est une honte. Il n'a même pas pensé que cette honte-là, c'est lui qui a contribué à fabriquer ça. Parce que les syndicats et les syndicats d'enseignants sont au centre de cette pagaille-là, il faut que ça s'arrête. Il s'appelle Libas Diop, c'est un professeur de la faculté de sciences. Autant que je le dise. Voilà, merci beaucoup. Donc, au préalable, vous allez nous permettre, s'il s'agit de faire notre mea culpa, de le faire autant qu'il est encore, pendant qu'il est encore temps. Parce que nous sommes des leaders, nous avons été formés ici, donc c'est la dynamique de groupe. Ce n'était pas du tout joli de vous faire patienter, de vous faire attendre, mais quand même, permettez-nous au moins de vous dire toute la désolation qui nous anime et de vous présenter nos sincères excuses. Donc ça, je le dis au nom de tout le réseau
quand même des participants de la formation. Maintenant, je m'en vais directement entrer dans le vif du sujet pour dire qu'aussi j'avais préparé une présentation, mais avec la machine, seulement elle ne va pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Comme disait mon professeur Massamba Gueye, même si il est question de la dire de manière à dire ce qu'il y a à dire, quand même je vais dire ce que j'ai à dire. Donc, le projet, bien avant d'en venir au projet, permettez-moi de vous présenter la structure qui a fait que j'ai été dans la formation des jeunes leaders. La structure s'appelle Espoir de la banlieue, Association des espoirs de la banlieue. Pour dire que c'est une association culturelle, mais dans l'association, il y a ce qu'on appelle la compagnie théâtrale des espoirs de la banlieue. Et c'est cette compagnie théâtrale-là qui a beaucoup vendu l'association. Donc, pour dire que l'activité théâtre a primé sur les autres activités, seulement il n'y a pas que le théâtre dans l'association, il y a d'autres aspects. Mais le théâtre a aujourd'hui vendu Espoir. Le théâtre a fait connaître Espoir plus que les autres activités. Donc, Espoir de la banlieue a été porté sur les fonds baptismaux le 13 juin 2001 à Thiaroye-Gare. Nous sommes des jeunes issus de la banlieue, dans la lointaine banlieue. Et le constat est parti à la suite de nos activités socio-éducatives à l'école, au collège. Et nous sommes ici dans de milieux tellement, je ne dirais pas défavorisés, où il y a tellement de difficultés au départ. Et nous avions choisi de faire de la culture en ce moment-là. Et nos parents voulaient que l'on fasse des études. Donc, il y avait déjà opposition. Donc, moi, déjà à l'école élémentaire, j'aimais le théâtre, mais mes parents n'aimaient pas du tout le théâtre. Et mon père a tout fait pour que je ne sois pas dans le monde de la culture, parce que mon nom de famille, c'est Si. Il me dit que je suis issu d'une famille maraboutique. Il n'est pas question que je touche aux arts et à la culture. Donc, c'est parti là-bas. On m'a changé d'école. Et dans l'école où j'étais encore, j'ai trouvé un autre professeur de théâtre qui était mon complice et qui m'aidait à faire du théâtre. Et après, on m'a changé encore d'école pour m'amener au collège Mamad Marem Diop, où on m'a confié la commission culturelle. Après, j'ai rencontré Pafay qui m'a intégré dans Zénith Art pour quelques jours. On est venu m'extraire de Zénith Art pour m'amener encore dans la banlieue où j'ai connu un metteur en scène qui s'appelle Omar Dabo qui m'a intégré dans la compagnie Les Banlieusards. Donc on m'a sorti de là-bas pour m'amener au lycée Lamine Gueye. J'ai connu une femme qui s'appelle Madame Tamba qui encadre là-bas l'activité culturelle. On me change d'école pour m'amener au lycée Mix Maurice de la Fosse. Et là-bas aussi, je reprends le théâtre encore au lycée Mix Maurice de la Fosse. Donc pour dire que c'est une passion quand même qui a fait que il a fallu après que l'on mette en place une compagnie théâtrale qui s'appelle Les Espoirs de la banlieue. Mais pour la fierté aujourd'hui, tous nos parents qui ont eu à dire non à un moment donné sont aujourd'hui les premiers à nous encourager dans ce que nous faisons, pour dire que ça a commencé à porter ses fruits. Donc Espoir de la banlieue a pour objectif premier de lutter contre l'ignorance. Parce qu'en ce moment-là, on quittait Thiaroye pour aller vers une bibliothèque qui se trouvait dans les profondeurs de la banlieue, qui s'appelle la bibliothèque Galenon-Ndiral, installée par les Américains, plus particulièrement par l'Église luthérienne du Sénégal en collaboration avec les Américains. Donc on avait du mal à même trouver des livres pour faire de la lecture. Et là-bas, nous avons commencé notre théâtre avec Espoir de la banlieue au niveau de la banlieue. Juste après, nous avons rencontré le directeur des arts, M. Aline Badian, pour lui dire que nous voulons des papiers officiels qui attestent que nous sommes une troupe théâtrale. Il nous a dit que vous êtes une association, allez chercher un récépissé, une troupe théâtrale, c'est une association. Et là, donc, on a eu officiellement notre récépissé le 25 mai 2005. Donc, l'association est partie en 2001. Officiellement, elle a été reconnue avec un récépissé le 25 mai 2005. Maintenant, ça, c'est Espoir de la banlieue. Et pour dire aussi qu'avec Espoir de la banlieue, nous avons pu développer beaucoup de projets. Aujourd'hui, c'est une fierté de voir M. Khalidou Kassé qui est là, parce que je me rappelle encore une fois, c'était un 4 avril 2009 qu'on inaugurait l'école Tagat. Et c'est Espoir de la banlieue qui avait joué la prestation à l'école Tagat. Donc, pour dire que j'ai déjà rencontré Khalidou. Et après aussi, il nous a fait confiance pour nous mettre en rapport avec le ministère de l'économie et des finances. Et si vous allez sur Internet, vous tapez sur YouTube, Google, les premières vidéos que vous verrez, c'est grâce à Khalidou Kassé que nous avons pu obtenir ça sur Internet avec le ministère des Finances. Maintenant, concrètement, le projet que nous voulons promouvoir, parce que nous, comme disait tout à l'heure M. Kassé, nous ne sommes pas seulement pour l'art,
mais nous voulons aussi un art pour le développement. Et notre projet s'appelle quoi? S'appelle FECUDEV. FECUDEV, c'est le Festival Éducation, Culture et Développement. Festival, Éducation, Culture et Développement. Et parfois, si vous dites festival, les gens pensent à l'aspect ludique, à l'aspect festivité, mais c'est loin d'être là. Pourquoi? Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a trop de grèves dans le milieu scolaire. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a trop de problèmes dans le milieu scolaire. Et à travers FECUDEV, qu'est-ce que nous prenons? Nous prenons ce qu'on appelle la promotion de l'éducation et de la culture pour aller vers le développement. En quoi faisant? Maintenant, tout cela, nous voulons vraiment promouvoir surtout les filières techniques et scientifiques. Donc, le festival va plus consister à faire, en fait, à démontrer nos inventions et nos créativités. Parce que nous avons aussi, si vous allez au lycée moderne technique de la Fosse, vous verrez que des jeunes Sénégalais ont fait des créations extraordinaires qui ont besoin d'être promues. Donc, juste à ce titre-là, le festival ne sera pas comme on a l'habitude de voir, un festival où il est question de chanter et de danser. Je n'ai rien contre la danse ni contre la musique, mais en tout cas, un festival qui, du point de vue éducatif, va permettre à ces jeunes-là de pouvoir mettre en avant leur créativité et leur sens de l'invention. Donc ça, c'est le but du festival. Maintenant, avec FECUDEV, ce ne sera pas seulement l'aspect théâtral qui sera mis en avant, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des cultures urbaines. Donc nous voulons vraiment regrouper toutes les couches des arts à travers ce festival-là, parce que aussi, il y a des jeunes qui, comme moi, veulent vraiment s'identifier dans le domaine des arts et de la culture. Donc il y a des gens qui veulent être des pilotes, il y a des gens qui veulent être des militaires, il y a des gens qui veulent être généraux, mais il y a des gens qui aussi se lèvent un bon jour pour dire je veux être comédien, d'autres disent je veux être plasticien, je veux être. Donc nous prenons un renforcement de capacité pour tous ceux qui désirent être dans un domaine précis des arts, que ce soit dans le domaine de la musique, dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la poésie, dans le domaine de la littérature. Maintenant, avec le projet, quels sont nos partenaires? En termes de partenaires, donc, nous avons déjà ciblé les établissements, sans exception. Donc, que ce soit les établissements privés comme publics, les établissements laïcs, etc. Donc, tous les établissements sont nos potentiels projets. Mais tous les établissements ne peuvent pas bénéficier de ça. Et là, l'aspect de notre projet entre en adéquation avec le projet de Ousseynou, parce qu'il est prévu de faire ce qu'on appelle une stratégie de parrainage. Pourquoi une stratégie de parrainage? Cela va permettre de développer une solidarité inter-étudiants et inter-élèves. C'est-à-dire que maintenant, les étudiants vont encadrer les élèves pour que vraiment les horaires perdus à l'école par les grèves, que cela puisse être vraiment résolu avec cet encadrement-là. C'est ce qui a été prévu comme stratégie. Donc les écoles seront nos premiers partenaires. En dehors des écoles aussi, dire que nous avons ciblé aussi le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur. Maintenant, puisqu'il y a un temps qui nous est imparti et tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement pour dire que c'est un projet qui nous tient à cœur, je ne vais pas longtemps garder l'antenne, mais je vais juste, en tout cas, lancer un cri de cœur, profiter de ce qui nous a été offert, parce que ça, c'est une aubaine quand même qui nous est offerte ici. Donc, pour dire que, pour féliciter et encourager le WARC pour ce projet, mais vraiment féliciter Madame Aou et Marianne qui ont fait le déplacement vers nous dans la lointaine banlieue. C'était très difficile, il faisait très chaud, mais porter toujours cette sensibilisation-là, parce qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes des jeunes engagés, mais nous sommes désolés et c'est l'occasion pour nous aussi de dire ça, comme nous avons eu à le dire à ceux qui ont été nous rendre visite. Aujourd'hui, nous avons les premiers fonds que nous avons gagnés dans le théâtre, nous les avons investis à mettre en place une bibliothèque communautaire. Cette bibliothèque se trouvait dans le centre social de Thiaroye-Gare. Donc cette bibliothèque, nous l'avons implantée là-bas il y a de cela 10 ans. Et imaginez qu'il y a un nouveau directeur qui vient et qui a décidé tout bonnement de fermer la bibliothèque. Donc notre bibliothèque ne marche pas et cela constitue notre fierté. Aujourd'hui, ça nous fait mal d'en parler. Tous les ouvrages sont enfermés dans la bibliothèque. Depuis le mois de mai 2014 jusqu'à présent, la bibliothèque ne marche pas.
et pour des raisons qu'on ne saurait expliquer. En tout cas, le centre abrite des soirées dansantes. L'espace du centre pour les soirées est trop exigu. Il faut faire partie de la bibliothèque pour augmenter la piste. Nous en sommes vraiment désolés. Et nous allons toujours porter cette sensibilité, ce message-là, parce que ça nous fait quand même mal. Nous avons nos ouvrages là-bas. Et je dis merci à Tata Eugénie. Donc, il y a la banque, la SGBS, à l'issue d'une prestation théâtrale que la SGBS avait demandé, parce que juste après la venue de Aline Cissé comme coach des Lions, la SGBS a voulu s'identifier aux stratégies de coaching de Aline Cissé. Et elle avait choisi aussi Espoir de la banlieue pour venir décliner sa nouvelle feuille de route. Donc, pour décliner cette nouvelle feuille de route, nous avons bien assuré la prestation théâtrale, ce qui a valu la satisfaction du directeur de la SGBS. Quand on a exposé le problème, il a dit qu'il est prêt à mettre les moyens pour qu'on ait un terrain afin d'avoir une bibliothèque toute neuve. Mais imaginez que le projet n'a pas abouti parce qu'une fois dans nos localités pour avoir le terrain, le maire a dit, bon voilà, donnez-moi l'adresse de la banque, je veux aller voir le directeur de la banque. Donc le maire, qu'est-ce qu'il prône? Il veut que les moyens lui soient donnés, que lui qu'il construit, donc demain ce ne sera pas un édifice construit sous notre propriété, donc ce sera pour le maire. Du coup, la SGBS, à force d'attendre, ça n'a pas abouti. Nous avons comme ça perdu la promesse du directeur. Et jusqu'à présent, maintenant, c'est l'association qui est en train de collecter ces fonds pour acheter un terrain et commencer depuis la venue de Madame Aou, qui nous a dit il faut compter d'abord sur vos propres moyens. Donc, nos prestations, nous avons déjà commencé à économiser. Nous sommes à 2 047 000 francs et nous sommes en train de faire des efforts pour arriver au moins à avoir les fonds et construire une propre bibliothèque à nous pour favoriser l'éducation dans notre localité. Excusez-moi si j'ai été long, mais il fallait quand même que je tienne vraiment ce message-là. Merci. Je m'excuse déjà de mon retard, comme tout le monde. Hein. J'essaie d'allier au fait deux fonctions, c'est-à-dire la fonction que je fais à la CDE et la fonction H2E. Donc c'est très compliqué, très difficile. Je m'en excuse par rapport au retard. Donc c'est Ndeye Marianne Seck et je suis directrice d'une structure qui s'intitule H2E, Habitat, écologique et économique. Donc en collaboration avec deux ingénieurs, deux techniciens. Donc H2E, c'est une structure qui est dans le monde du bâtiment, la réalisation d'habitats écologiques. Donc elle a pour but de revitaliser le paysage du logement social au Sénégal. Donc à travers ça, j'ai pu faire le programme JETS depuis le mois de décembre, je crois, ça fait 7 mois. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui et de vous montrer que entre-temps, vraiment H2E a vraiment progressé de par les partenariats qu'on a eu à avoir, de par un nouvel concept qui s'est un peu distingué par rapport au concept qu'on avait avant, de par la formation leadership qu'on a eu à avoir et les rencontres qu'on a eu à faire. Donc j'ai reçu récemment la visite de Marianne et Madame Aou qui sont venus nous voir au niveau du chantier, voir réellement notre organisation, nos partenaires et nos collaborateurs. Donc je peux dire que là actuellement on est en phase de concrétisation. Hein. Parce qu'à un moment donné on était vraiment en phase de projet, mais parce que j'avais réellement un besoin d'avoir une maison témoin pour montrer réellement ce que je veux et ce que je suis en train de divulguer. Donc là, on est en phase de réalisation de l'extension de l'hôtel Le Jolof. Je ne sais pas si vous connaissez, qui se trouve à Fanok. Donc c'est des gens qui nous ont fait confiance et je vous demande ça aussi de votre côté, avant de rentrer réellement dans la présentation de l'habitat écologique. Donc je vous demande de nous faire confiance et aussi d'aller vers ce type d'habitat parce qu'en fait c'est la finalité, c'est le début, c'est la finalité. Parce qu'on a commencé avec des habitats en terre, mais réellement c'est un besoin qu'on a et on va finaliser par ça, vu les contraintes thermiques, les contraintes de rayonnement solaire qu'on a actuellement et pour la promotion aussi de l'écologie. Donc là, j'avais mis des briques, c'était dans ma voiture. Il y a un de mes collègues qui a bien voulu me les amener. Donc là, vous voyez, c'est les matériaux que nous... Donc c'est la brique de terre compressée, on appelle ça en général géobéton. Donc qu'on utilise dans la construction de nos maisons parce qu'elle présente une inertie vraiment importante, c'est-à-dire elle nous permet de faire des économies d'énergie. Voilà, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire on est là
là pour montrer des habitats sociaux, c'est-à-dire c'est un projet immobilier qu'on veut, c'est-à-dire c'est des habitats sociaux qui changent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, des habitats vraiment qui offrent des maisons écologiques de qualité et à faible coût pour la consommation, pour la population. Et aussi on veut revitaliser le paysage du logement social au Sénégal. Voilà. Donc déjà, côté architecture, on propose de mettre en valeur cette démarche, tant dans son style que par les matériaux nobles que nous utilisons. On offre des maisons originales, bioclimatiques, en harmonie entre notre mode de vie moderne et nos valeurs traditionnelles. Donc là, c'est des exemples de villas que nous concevons. Ça, c'est un rez-de-chaussée sur 150 mètres carrés. Donc pour plus de détails, vous pouvez vous rapprocher de moi. Ça, c'est juste des vues 3D que je vous montre. Ça, c'est un R+2 sur 150 mètres carrés. Et ça, c'est un R+2, mais sur 200 mètres carrés. Nous avons eu à faire des études de cas par rapport à différents prototypes, toujours dans le projet d'habitat écologique, mais social, c'est-à-dire pour la promotion de l'habitat écologique dans le milieu social surtout. Donc l'étude de cas se rapproche de la zone de Diamniadio. Donc nous avons 3 types de prototypes. Pour le premier, c'est un habitat de 150 mètres carrés, mais c'est juste le rez-de-chaussée. Et la surface bâtie, c'est de 57 mètres carrés. Donc composé d'un salon, d'une chambre et d'une cuisine avec les salles d'eau. Donc le gros œuvre avoisine les 5 429 000. Donc le second œuvre, c'est un second œuvre social, c'est-à-dire c'est pas extra. Ça avoisine les 1 200 000 et c'est un total de 6 659 000. Donc c'est vraiment pas cher et agréable. Donc on passe au prototype 2 aussi, c'est pareil, c'est les différents standings mais c'est plus large, c'est le même concept. Donc c'est avec un terrain de 300 mètres carrés, 20 sur 15, avec une surface bâtie de 81 mètres carrés. Donc là, on a la possibilité d'avoir 2 chambres, un salon et une cuisine. Donc ce qui nous fait un gros œuvre de 6 294 000 et un second œuvre social de 1 700 000. Donc le dernier prototype que nous avons eu à établir, c'est une maison de 200 mètres carrés avec 3 chambres, un salon et une cuisine. Donc ce qui fait un total de 8 548 000 pour le gros œuvre et pour le second œuvre social, 2 373 000. Ce qui fait un total de 10 millions. Mais je tiens à signaler que dans cette conception et dans cette étude, c'est-à-dire dans ce devis, on n'a pas pris en compte le système de panneaux solaires que nous préconisons dans nos habitats, de même que le système de récupération des eaux de pluie et de pluie provençale. Donc je vais en venir tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux dire dans tout cela? Donc nous, c'est un nouveau concept de bâtiment économe en énergie fossile. C'est-à-dire on fait une conception qui intègre tous les mécanismes simples et peu coûteux à notre disposition pour tirer parti du meilleur de l'environnement naturel. C'est-à-dire, comme je viens de vous le dire, une ventilation, tout en se protégeant des agressions du milieu naturel. Le bâtiment maintiendra les températures agréables en optimisant la ventilation naturelle avec les briques que je propose. Nous allons capter un rayonnement solaire grâce à des panneaux solaires et stocker l'énergie dans des batteries par souci d'économie. Nous allons réguler les températures grâce à des matériaux tels que le BTC, briques de terre compressées. Et aussi, on prévoit de stocker les eaux de pluie dans un bassin de récupération pour en servir pour l'arrosage des plantes, le nettoyage des voitures, etc. Et aussi, côté orientation, c'est-à-dire architecturale, nous allons faire de telle sorte que nos baies et nos ouvertures soient orientées côté nord-ouest pour plus de fraîcheur, parce qu'il faudrait prendre ça en compte pour avoir une meilleure qualité d'habitat. Et aussi, on prévoit un système de pluie canadien, c'est-à-dire, c'est un système qui se faisait, mais les gens, au fait, ils le font pas réellement au Sénégal ou bien en Afrique, on le fait plutôt dans les pays du Nord, mais en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire, s'il fait froid à l'extérieur, à l'intérieur, on a des températures qui sont beaucoup plus agréables, ça fait moins froid, plus chaud, etc. Donc, c'est le même système qu'on amène ici. Réellement, on ne l'a pas encore expérimenté, c'est pas encore fait réellement, mais c'est un système que nous voulons établir dans nos maisons. Donc ça, c'est le microclimat du site. Comme je disais tantôt, on veut insérer nos habitats dans la zone de Diamniadio. On a eu à faire les études pour voir réellement quelles sont les températures moyennes, maximales, minimales, et de même que les précipitations. Donc c'est une zone très chaude, donc ce type d'habitat est vraiment adéquat. Donc là, c'est le descriptif technique. Ça, c'est des blocs de pierre latéritiques, calcaires, etc. qu'on utilisera pour le carrelage éventuel, le revêtement aussi de nos habitats.
Ça, c'est une conception de maison différente. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est plutôt circulaire. C'est très design. Donc, c'est ce genre d'habitat que nous proposons. Assez écologique, épuré. Voilà, donc on tente d'allier l'esthétique et l'urbanité de par l'architecture que nous proposons pour que, au fait, l'habitat en terre ne soit plus un frein pour les populations du genre, les cadres d'aujourd'hui, en se disant que c'est des habitats qui sont réservés aux pauvres, que ce n'est pas du tout design. Donc on tente de révolutionner les choses. Donc ça, c'est une expérience qu'on a eu à faire en 2011. C'est par rapport à un enduit latéritique. Donc elle est toujours là. Ça, c'est une peinture naturelle à l'argile. Au lieu de faire de la peinture comme vous avez l'habitude de voir, on utilise l'argile de Tchiki. On a eu à faire des expériences là-dessus au niveau du CEREC. Donc c'est un matériau qui est adéquat pour ce type pour la peinture. Donc ça, c'est la mise en œuvre des BTC, comment on a fait, la stabilisation, etc. C'est très technique, avec les différents mélanges pour l'avoir. On utilise en général des presses manuelles. Pour la grande production, on peut utiliser aussi des presses mécaniques. Voilà, les différentes presses. En fait, actuellement, on utilise la presse Testaram. Ça, c'est une étude technique de 2 sols pour voir réellement quel est le matériau qui est adéquat pour nos briques. Donc, on a là la latérite de Dougar et là, on a l'argile de Tchiki. Donc, pour ce type de BTC, il est préférable d'utiliser la latérite avec un dosage de 8% de ciment. C'est ce qu'on préconise, c'est ce qu'on fait. Donc, on a toujours cet aspect naturel. Ça, c'est les résultats des essais qu'on a eu à faire au CEREC pour voir réellement quel dosage il faudrait pour nos matériaux, pour la latérite, etc. Donc, c'est les résultats. Donc, ce qui a fait que maintenant, on passe à 8% de ciment, au fait, pour la réalisation de nos briques. Voilà, ça, actuellement, c'est les réalisations. C'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Et Marianne et Madame Hao sont venues voir in situ. C'est le Jollof. C'est un poteau en béton armé. C'est du ciment, oui. Donc il y a un mix de ciment. Voilà. C'est-à-dire c'est un... Non. C'est un mélange de structure en ciment avec un remplissage en béton compressé. Mais par moment aussi, il nous arrive de faire des murs qui servent de structure. C'est-à-dire... On combine avec du ciment pour avoir un meilleur résultat. Pourquoi? C'est-à-dire déjà par rapport aux charges, par rapport au type de sol. Donc nous, par moment, si vous regardez ce coin-là, c'est 2 murs. C'est 2 murs de 14 qu'on superpose et qu'on jointe. C'est 2 murs de 14 qu'on superpose et qu'on jointe et il n'y a pas besoin de mettre un poteau à côté. Dans un habitat standard, on mettrait des poteaux sur chaque coin. Et par contre là, pour les aspects architecturaux et pour pouvoir reprendre carrément, parce que là, on a une voûte qui fait à peu près 70 de large. Pour 70 de large, le client préfère qu'on coule le béton armé. Et même pour beaucoup plus de sécurité, on coule un poteau en béton armé de 70 cm de large. Donc là, c'est la suite. Et même, je dirais par exemple, pour ce type d'habitat, on a eu à faire un voile en cage ascenseur, mais en béton armé. C'est-à-dire, on a combiné les 2 matériaux, béton armé et terre creux. Mais on veut arriver quand même à un système où vraiment le béton armé, je ne dirais pas qu'on ne va pas le faire parce que c'est un système poteau-poutre, mais au moins on utilisera les gravillons latéritiques. C'est-à-dire les petits blocs de pierre que vous voyez dans le béton armé, au lieu que ce soit blanc ou noir, on utilise les gravillons latéritiques. Voilà. Ça, c'est au niveau de l'usine qui se trouve à Ngueror. Voilà, ça, c'est les différentes recherches qu'on a eu à faire. C'est tout. De se batailler quoi, pour avoir quelque chose, pour avoir des marchés. Là, on a un marché éventuel qui se présente encore. C'est une maison qu'on va faire peut-être dans la zone de Bambilor. Donc,
vraiment, on commence à avoir espoir. C'est pas facile du tout, vraiment. Et moi, je dis que je le lis encore à la CDE parce que vraiment, c'est-à-dire il y a des dépenses, il faut essayer de faire face, c'est pas évident. Mais j'aurais bien aimé à un moment donné arrêter toutes les activités que je fais à la CDE et me concentrer réellement sur H2E. Donc là, on est en train de chercher un local, vraiment pour que les gens sachent ce qu'on est en train de faire, qu'on soit en contact avec les gens. C'est pas évident du tout. Donc je sais pas, éventuellement, si vous pourriez faire quelque chose, bah, ça serait bienvenu. Et merci. J'espère que vous allez nous faire confiance et merci de votre attention. Merci. Je suis de Thiès et je représente l'entreprise informatique Genus Family. Donc, Genus Family est une entreprise qui est basée à Thiès. Nous avons fait nos études à Thiès, de la maternelle jusqu'à la licence. Et après les études, nous avons décidé avec deux de mes collègues, Abdoulaye et Ousmane, de mettre en place une structure informatique basée à Thiès. Tout le monde va vers Dakar, alors qu'à Thiès, il n'y a rien. Donc, on s'est dit que c'est à nous de valoriser notre région en mettant quelque chose qui puisse l'amener de l'avant. Donc, nous évoluons dans le domaine du web, du mobile. Donc, au départ, on a commencé par une application dénommée Ndiarte, qui est un nom wolof. Donc, on s'est dit qu'une partie de la population, les commerçants, les bawal-bawal, participent à l'économie nationale. Et au niveau gestion, vous tous, vous savez que c'est un peu archaïque, entre guillemets, parce qu'ils utilisent des registres, des calculatrices. Et à l'ère où nous sommes, il est primordial d'avoir les outils TIC pour une meilleure rentabilité et une meilleure gestion. Un commerçant utilise un smartphone. Qui utilise un smartphone doit pouvoir utiliser un ordinateur. Donc, on a mis en place une application qui soit adaptée aux réalités du marché sénégalais. Parce que leurs besoins, c'est les applications qui étaient sur le marché n'étaient pas faciles. Parce que eux, la majeure partie viennent des daara, de coquilles et autres. Ils n'ont pas appris le français, ils n'ont jamais allumé un ordinateur. Donc, notre défi, c'était de les amener vers l'outil TIC. Alhamdulillah, nous sommes en train de le faire. Nous accompagnons des commerçants à Thiès, à Ziguinchor et à Dakar. Au début, c'était difficile parce qu'ils se disent que ces jeunes-là, ils viennent juste pour nous arnaquer. Ils l'ont déjà subi. Mais aujourd'hui, des commerçants qui n'ont jamais fait les bancs, qui n'ont jamais allumé un ordinateur, arrivent à faire la gestion, la facturation, l'approvisionnement, les états, la comptabilité, sur l'ordinateur, mais sur leur portable. C'est eux-mêmes qui nous ont dit de mettre en place une application mobile. Pourquoi? Parce qu'ils voyagent tout le temps, ils aimeraient avoir à distance leur stock, les états financiers, la facturation et autres. Donc, hormis ce défi, on a mis l'ISM de Thiès. Et par période, nous prenons des stagiaires au niveau de ces écoles. Nous essayons de leur montrer les réalités du terrain. Moi, j'ai fait marketing, mais en marketing, on ne nous apprend jamais le marketing orienté vers comment on appelle, la clientèle bawal-bawal. On a beau faire un doctorat ou autre en marketing, mais il faut être sur le terrain. Aujourd'hui, ce que je sais sur les bawal-bawal, je suis sûre qu'un de mes professeurs peut ne pas le savoir. Et la stratégie à adopter chez le bawal-bawal n'est pas la même que la stratégie si c'est Nestlé ou une autre société. Donc, nous gagnons en capital expérience et c'est à nous de le transmettre à nos frères et sœurs qui, demain, pourront eux aussi apporter quelque chose pour l'élargissement de Genus. Donc, comme je le disais, nous sommes présents à Thiès, Dakar, Ziguinchor et bientôt nous irons à Mbour et à Touba. Donc, la formation en leadership m'a permis de mieux gérer, par exemple, quand la gestion du personnel n'est pas facile. Chaque personne a son tempérament qui lui est propre. C'est à moi de voir, à partir de leurs défauts ou de leurs qualités, quel leadership adopter pour pouvoir mieux les gérer, mais surtout la clientèle. Parce que quoi qu'on puisse dire, notre clientèle n'est pas facile. Mais une fois acquise, c'est elle-même qui te fait la com et la publicité. Donc, tout ce dont ils ont besoin, c'est la confiance. Et c'est à nous de voir les niches où c'est encore vierge, de pouvoir mettre en place les applications qui soient faciles, mais aussi adaptées aux réalités du marché sénégalais. Donc, comme nous travaillons avec Nestlé, nous travaillons avec CEPAM, nous travaillons avec Sen-Ouest,
Et chaque année, nous organisons en partenariat avec les chambres de commerce des formations sur les TIC pour une meilleure gestion des TPE et PME. Donc, ceci, c'est pour les amener vers l'utilisation d'éthiques pour une meilleure rentabilité de leur commerce. Ce fut un plaisir de participer au programme JETS et j'espère qu'on aura d'autres opportunités pareilles et partager avec mes camarades les expériences qu'on a eues à avoir sur le terrain. Merci beaucoup. Je me présente Libassar. J'ai eu à intégrer le projet JETS à travers une association dont je suis membre fondateur qui s'appelle le Collectif pour la promotion des groupes vulnérables. Suite à notre formation, comme mes prédécesseurs l'ont dit, il y a eu un réseau qui a été mis en place. Il y a quelqu'un qui disait qu'au XXe siècle, le prolétaire, c'est celui qui n'a pas de réserve. Mais au XXIe siècle, le prolétaire, c'est celui qui n'a pas de réseau. Et ça a été une des recommandations fortes de Mme Eugénie Aou et de notre encadrement, de mettre en place un réseau. Pour plusieurs raisons. Pour d'abord la diversité des projets, des profils qui sont autour de JETS. Du Sénégal à travers la promotion de l'entrepreneuriat social. Nous avons comme mission de promouvoir l'entrepreneurship jeune, l'entrepreneurship jeune, comme je disais tout à l'heure, le leadership jeune, l'entrepreneuriat social. L'autre mission ici, c'est de promouvoir la solidarité à l'échelle nationale et internationale. Parce que l'objet de l'entrepreneuriat social, comme on le dit, c'est toujours de contribuer à l'amélioration de la société. Entre autres objectifs, comme vous pouvez le voir, c'est de créer un cadre de réflexion sur l'entrepreneuriat social. Parce qu'une des présentations qui ont eu à être faites parle du manque de connaissance du domaine du leadership de l'entrepreneuriat social. Nous avons jugé utile de promouvoir un cadre de réflexion dans ce sens. Également, le renforcement de la capacité des jeunes dans le domaine du leadership, la promotion de l'entrepreneuriat social, mais également inciter les entreprises à financer la RSE, parce que nous jugeons que c'est un pilier pour pouvoir atteindre nos objectifs dans ce domaine. Bon, comme membership, nous avons voulu intégrer un concept des 3T qui est le talent, le temps et le trésor. Raison pour laquelle vous verrez parmi nous des membres d'honneur qui ont le talent, les bienfaiteurs partenaires qui ont le trésor, et nous, les membres actifs, qui ont le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une surprise pour certains, mais bon. D'accord. Il y a nos membres d'honneur, si toutefois ils acceptent, et qu'ils ne vont pas refuser sûrement. Il y a Mignan Diouf, Mme Eugénie Aou et M. Ousmane Sen. En ce qui concerne les membres actifs, comme nous le disons, c'est les boursiers du JETS. Comme vous pouvez le voir tout à l'heure, j'ai mentionné la diversité ou bien la richesse des profils qui sont autour de JETS, parce que vous verrez en bas des photos les domaines d'intervention des différents boursiers du JETS. Il y a certains qui s'investissent dans l'autonomie économique, d'autres dans l'engagement civique, d'autres dans l'éducation, l'environnement, d'autres la santé et l'inclusion sociale, pour essayer de créer notre monde que nous voulons en synergie. Ça, c'est encore en gestation. Nous avons mis sur pied tout récemment, c'est suite à la formation. C'est un chronogramme, un organigramme plutôt que nous avons mis sur pied qui est constitué comme suit avec le coordinateur et son adjoint, le secrétaire et son adjoint, le trésorier et son adjoint et différents pôles des pôles formation, communication, relations extérieures, chargés des affaires juridiques, etc. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir sur un projet pour vraiment concrétiser l'idée du réseau.
c'est d'organiser la nuit de l'entrepreneuriat social en décembre 2015, Inch'Allah, qui aura pour thème l'entreprise sociale et le leadership jeune pour un Sénégal émergent. Et les différents objectifs de cette communication événementielle seront le lancement des activités du REGES, comprenez par réseau des jeunes entrepreneurs sociaux du Sénégal, mais également une collecte de fonds et la célébration et distinction des meilleurs acteurs de l'entrepreneuriat social au Sénégal. C'est un projet que nous sommes en train de mûrir. J'en suis au terme de ma présentation et nous restons ouverts à toute intervention, suggestion surtout, parce qu'on a jugé utile d'exposer cela pour que le talent qui est là puisse nous apporter quelque chose de plus par rapport à nos idées. Les pougnons pour l'une ici, donc si mes camarades n'ont pas quelque chose à rajouter par rapport à cela. C'est la parole à nos invités pour des questions, des suggestions, des attaques. Étant dit, je voudrais ajouter, Libas, non, membre d'honneur, non, vous êtes trop modeste. Membre d'honneur, toutes les personnes ressources qui sont là, il faut les intégrer. Intégrer Ablaï, intégrer Marianne. Voilà, comme ça vous aurez au moins une dizaine et intégrer Khalidou Kassé et tout le groupe qui est venu avec lui. Et tous ceux qui ont été vos personnes ressources, vous les mettez membre d'honneur. Hey. Non, je voudrais avoir l'honneur d'être le premier à contribuer. Envoyez-moi un mail, dites ce que vous attendez de nous, parce que comme ça vous regroupe vous tous, c'est là où on va vous montrer vraiment notre engagement pour votre cause. Hein? Ça c'est une chose. Madame, si j'avais un peu d'argent en banque, je vais vous dire, les deux terrains que j'ai là, je vais vous confier ça pour la construction. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que on est presque tous convaincus. Mais on peut s'asseoir, hein? Non, on va s'asseoir. Je vais dire comme mon ami Dansoro, il faut qu'on s'assoive, mais on va s'asseoir. Non, vraiment, je ne veux pas trop monopoliser la parole parce que j'avais dit qu'on n'a pas le temps. Mais je crois que je vais écrire à vous tous qui avez fait vos présentations pour vous dire véritablement ce que je pense de toutes les présentations et ouvrir les possibilités. Maintenant, vous avez des personnes ressources. Khalidou entre dans tous les bureaux. Elle, tout ce qui est entreprise liée aux intérêts américains au Sénégal, elle connaît. Mignan, c'est la société civile. Eugénie aussi, elle ouvre des portes. La jeune là, Olga, et les jeunes là, peut-être qu'eux-mêmes, ils ont des projets. Il y en a une qui tient les bourses de financement là-bas. Mais voilà. Merci encore. Voilà, merci Eugénie de m'avoir donné la parole. Je n'ai pas été trop long, j'espère. Tu sais, comme de temps en temps, tu es mon patron, il y a des choses que je ne peux pas dire. Donc, merci beaucoup. En tout cas, moi, je me réjouis d'abord de ces belles présentations des différentes personnes qui sont passées sur le podium. Je voulais, en termes de contribution, surtout à Ousseynou, qui nous a présenté les poubelles au niveau de l'université. C'est des déco-poubelles, on peut dire. À mon avis, je pense que c'est en termes de contribution, c'est ce qu'on appelle le design utilitaire. Il faudrait peut-être sur ces poubelles-là, non seulement en termes de décoration, mais essayer de faire un plaidoyer sur ces poubelles. Le plaidoyer, c'est quoi? C'est d'abord parler de l'environnement, ce qu'on appelle art vert, parler du métier des filles à l'école, de l'excision et d'autres thèmes qui sont d'actualité. Peut-être ça pourrait permettre que quand ces poubelles sont là, ces personnes puissent être interpellées par rapport à ces messages. Non seulement un design, mais ce sera encore utilitaire. Je pense que vraiment c'est une excellente initiative de penser à cela et je pense que si on pousse la réflexion, on peut arriver vraiment à des choses beaucoup très intéressantes. Récemment, j'ai animé une conférence à l'université. On m'avait envoyé le thème qui disait d'innovation et créativité.
J'ai dit non, il faut de la créativité pour arriver à l'innovation. Parce qu'il faut créer d'abord pour innover. Et innover ensuite. Maintenant, ces poubelles, par exemple, ces bouteilles de plastique ont été déjà créées, mais vous avez fait une certaine innovation à ces bouteilles plastiques. Je pense que ça, c'est détourné de notre objectif principal. Et c'est ce qu'on appelle la récupération en termes d'art. Et c'est magnifique comme idée, mais il faut pousser davantage et essayer d'en faire tâche dans la sous-région. Parce que nous avons les mêmes préoccupations, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali et tout ça. Si vous arrivez à convaincre le Sénégal et ceux qui sont placés partout, vous pouvez aller dans la sous-région vraiment pour faire la promotion de ces objets utilitaires. Maintenant, pour Marianne, je me suis dit, peut-être elle ne s'est pas trompée, elle ne s'est pas trompée sur les chiffres. J'ai lu, j'ai remis mes lunettes en disant c'est 60 millions ou 6 millions. Moi, en tout cas, j'étais convaincu. Et comme disait Ousmane, j'étais dans l'image des Dara que je voulais construire d'abord à Thiès. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Ça, ce serait génial. Deux contrats. Tu les On va discuter, on va foncer parce que le terrain existe déjà. On a un hectare, on était en train de voir comment le réaliser pour faire un centre de formation pour les talibés qui vont être formés dans d'autres métiers comme le tailleur et d'autres métiers. Nous avons vraiment les outils pour ça. Et nous allons discuter, partager et voir comment maintenant réaliser ces objets-là. Moi, mais mon moutaba, il y a des poubelles. Voilà. Oui, il faut qu'il y ait un. Mais oui, il faut qu'il y ait une synergie. C'est l'objet du réseau. Même la formation au théâtre pour les jeunes talibés. Justement. Oui. Il y a des gens qui indi. Voilà. Merci beaucoup. Et moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est de vous inscrire à la Chambre de commerce américaine en tant que membre. Oui, et de rencontrer les bailleurs de fonds. Leur association peut être membre. Le réseau. Oui, le réseau, mais en tant que structure, par exemple, vous êtes dans le domaine dans lequel vous êtes, ça peut vraiment intéresser les Américains. Oui, mais ils ont une association, donc je oui, crois ça, que... je parle de l'association. Voilà, ce sera une seule inscription. Part, mais elle sait qu'elle fait aussi. Bon, Khalidou, si tu permets, écoutez, si vous vous inscrivez comme association, et si la cotisation annuelle est la même, vous avez déjà un engagement. Soit le work ou à titre individuel, je couvre, j'ai dit, hein, si les frais d'inscription restent les mêmes. Non, si les... Je pense que ce qui est intéressant, parce que vous serez les premiers jeunes de la Chambre de commerce américaine, parce que la Chambre de commerce américaine, les membres ne sont pas des jeunes, c'est seulement des entreprises américaines ou bien des entreprises sénégalaises qui ont des relations d'affaires avec les États-Unis. Donc votre association, comme je la vois, peut-être que ça peut être quelque chose de très important pour les Américains et les Sénégalais aussi. Voilà. Et ce sera une section jeune pour l'AmCham. Et moi, en tant que chargé de com et tout, donc je peux être là pour faire. Donc on vous inscrit, mais on est à la fin de l'année. Si on vous inscrit là, ce sera de l'argent perdu. Harlem, quand elle va encore demander les inscriptions, je m'engage à inscrire votre association. Voilà. C'est pas cher pour les associations. Oui, voilà, c'est réglé. Marianne n'engage pas, il faut confirmer. Elle m'a confirmé le chiffre. Le chiffre que je convoitais. Voilà. Donc, on va dire là. Qui est fou? D'accord, je prends les contacts, il n'y a pas de souci. C'est intéressant. Khalidou, on t'a pas coupé? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Et moi, je n'ai pas terminé. Moi, en fait, c'est juste un cri de cœur parce que je ne peux pas comprendre que Excusez-moi, je vais parler avec le cœur parce que je trouve que dans ce pays, nos autorités n'ont rien. Franchement, comment vous, les jeunes, vous êtes là? Vous avez ces projets, vous avez des idées, vous avez des innovations. Et ils sont là, ils ne pensent qu'aux politiques. Dans ce pays, il n'y a que la politique qui marche. La musique, les langues, la politique. Le combat qu'il faut. Est-ce qu'il ne faut pas zapper les politiciens? Est-ce que vous les jeunes, trouvez quelque chose, un moyen de qu'on zappe ces gens-là, que le Sénégal puisse avancer? Parce que je ne peux pas comprendre que les Américains viennent, les étrangers viennent pour financer des projets, des jeunes. Nos parents sont là, nos autorités sont là.
ils ont notre argent, parce que ce qu'ils dépensent, c'est notre argent, mais ils le mettent ailleurs. Alors que ce que vous faites, c'est mille fois meilleur que ce qu'ils font à côté. Je ne peux pas comprendre. Maintenant, quel est le moyen, moi je me demande, quel est le moyen pour... quel est le meilleur moyen de changer le Sénégal, voilà, la mentalité des Sénégalais, que les Sénégalais comprennent qu'il est temps qu'on travaille, il est temps qu'on pense à ce qui est essentiel, qu'on ne pense pas individuel, mais qu'on pense communautaire. Il faut que les gens pensent. Moi, c'est un cri de cœur, je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment dommage. Madame, la réponse se trouve dans la discussion qu'on a engagée au départ. Il faut que vous acceptiez de faire des ruptures radicales. On a commencé par ce discours, parce que quand on vient en retard, on est un véritable Sénégalais. C'est aussi simple que ça. Mais comment peut-on être un Sénégalais authentique, mais dans le bon sens? lépp loo xam ne lii askan wi mu ngi koy def baaxul naa ko bàyyi fële lépp loo xam ne lii askan wi mu ngi koy def baax na te amal na ma njëriñ amal na ñeneen naa ko puus loolu su ngeen ko defee rupture yi muy demandé dina am. Autre chose, et je tiens à le dire, la première institution qui a été impliquée dans ceci, c'est le ministère de la Jeunesse. Je me suis déplacé personnellement pour aller dans leur bureau là à côté pour qu'on commence le projet. Et c'est eux qui étaient venus ici pour dire Urbi et Orbi devant tout le monde, et tout le monde a applaudi qu'ils allaient vous soutenir et qu'ils allaient vous financer. Le ministre lui-même, que je respecte beaucoup, attention, est venu ici et il a vu. Il est venu en retard, c'est vrai, mais il a vu. Donc, ceux qui devaient vous prendre et vous accompagner ne sont pas là. Il est vrai qu'on peut dire que des projets comme les autres, vous n'êtes pas les seuls jeunes à réfléchir. Il y a d'autres jeunes encore qui réfléchissent et qui doivent être bombardés, envahis de projets. Je peux comprendre, mais c'est une raison. Ne désespérez pas. Parce que ça, ce n'est qu'un début. Et vous êtes assuré d'aller loin. Mais vous avez l'exemple. Il y a presque 2 contrats qui ont été signés ici. Ébauchés. Kalidou ne s'engage pas pour rien. Hein. Moi, attention, je ne me suis pas encore engagé parce qu'à Oumadi. Mais bon, c'est possible qu'on le fasse. Voilà. Hein. Mais je voulais aussi dire quelque chose. Le chemin que vous choisissez, c'est le chemin le plus difficile. Il y a quelqu'un qui a participé à la formation pour dire que les jeunes, il n'y a pas les vieux, il n'y a pas les jeunes. C'est un système qui a été mis en place et chacun peut être pris par le système. Ici, il y a une personne qui a eu la formation, qui était d'ailleurs dans une organisation problématique. D'ailleurs, on a fait des études de cas autour de son organisation. Elle a été récupérée comme conseiller technique par le ministère. Ah. Donc c'est pour ça que je dis, il y a quelqu'un qui a pris le raccourci. Alors, quand tu regardes ce qui s'est passé, tu sais que son association est problématique, mais c'est elle qui devient conseiller. Comment voulez-vous que les choses fonctionnent? Simplement, probablement, parce qu'elle a fait le saut politique nécessaire pour être prise comme conseiller. Tout simplement. C'est ça aussi. L'opportunisme. C'est ça du tout. Voilà. Par rapport à une solution, parce que j'ai également été dans différentes parties de cette information-là pour pouvoir constituer un lobby fort, pouvant impacter et influencer en tant que jeune. C'est ça, en fait, quelque part, le problème. Parce que en travaillant de manière séparée dans différents projets, on aura difficilement un impact et on aura difficilement une seule voix pour aller porter tout ce que nous faisons et l'imposer. Donc moi, en fait, et bon, les autres organisations de jeunes que je fréquente et autres, on a vu ce qu'il fallait faire. On n'a pas encore fait. C'était de centraliser nos efforts pour pouvoir parler d'une seule voix et s'imposer en tant que jeune. Voilà, donc il faudrait travailler sur ça. Au Sénégal, quand on veut financer quelque chose, quand on veut aller dans un secteur, on ne sait pas. On demande. On me demande à moi, peut-être que je n'aurai pas un conseil impartial ou bien équitable. Je vais peut-être recommander des amis à moi au lieu de recommander la meilleure organisation possible. Donc s'il y a une base de données quelque part où on part, par exemple sur un site web, une plateforme, pour ceux qui sont dans l'informatique, on rend l'information disponible, qu'un bailleur de fonds, une bonne volonté puisse y aller, voir avec qui travailler, des jeunes à l'extérieur ou bien à l'intérieur puissent travailler ensemble. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Oui, moi je voudrais dire un mot, et puis remercier aussi Kalidou. J'ai une chance de raconter pour la première fois. Des jours aussi que je voulais féliciter et demander davantage de voir.
le pays. On a besoin que des centres comme ça aident à changer de mentalité. Les transformations évoquées. C'est des problèmes de société. Il faudrait régler dans la dynamique de société. Ce n'est pas de la magie. Ça ne va pas être un travail de maraboutage pour que les marabouts nous... Non. Ça va être une transformation sociale. Et au niveau du forum social, nous sommes convaincus que les transformations sociales sont l'avenir de l'humanité. Qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer qu'entre 1970 et 2000, le Brésil allait arriver à cette transformation sociale jusqu'à devenir aujourd'hui un pays qui est aligné sur les briques. À l'époque, au Brésil, avait les mêmes problèmes politiques. Au Brésil, j'ai souvent aimé rappeler qu'au Brésil, excusez-moi, une maman accouchait et vendait son enfant. Oui, ça c'est encore plus horrible. Un politicien était là dans le quartier et utilisait les jeunes pour vendre de la drogue, pour tuer, ainsi de suite. Mais à un moment donné, c'est des hommes et des femmes dans un quartier de Porto Alegre qui ont dit on ne peut plus continuer à souffrir de cette façon-là. Il nous faut une rupture. Et ce sont ces hommes et ces femmes qui ont construit l'espace appelé Forum Social, qui est parti d'un quartier, hein, comme les banlieues. Et leur première expérience, ils ont dit on invite le monde entier, tous les transformateurs sociaux, tous les travailleurs sociaux, économiques et culturels, on les invite pour qu'ils partagent avec nous notre expérience. Il faut aussi donc de savoir que sorte, pourquoi pas, une autre dynamique qui va être un laboratoire de transformation sociale et qui accompagne ce qui se fait en banlieue, ce qui se fait à Thiès, ce qui se fait à Richard Toll, dans le Sine, dans le Baol, dans le monde du jeune talibé. Donc, Khalidou, essayons de voir comment est-ce que nous pouvons avoir entre nous un espace qui va être un espace informel, mais qui encadre les dynamiques de transformation sociale à partir de l'espace du WARC et de ces expériences-là. J'avais insisté pendant la formation pour qu'il crée ce réseau-là. Le réseau, maintenant, il est né. Essayons de lui donner maintenant, rapidement, un contenu, un programme. Sur la question des poubelles, nous étions avancés à un moment donné, au niveau du forum, d'une discussion pour dire chaque ASC, un périmètre verdoyant dans Dakar. Et on avait dit, par exemple, l'ASC Baobab, ce qui prend l'école normale supérieure jusqu'à la limite de Baobab, on voit comment avoir des chaînes de poubelles, comment on peut avoir autour de ces poubelles-là aussi des espaces avec des images, avec de la créature. Et c'est l'ASC Baobab qui s'occupe de ça. Et de Printagna à l'époque, aujourd'hui, comment ça s'appelle? Casino. De Casino au stade d'Embadio jusqu'au rond-point. C'est vieux, hein? Oui. Il ne faut pas dire ça, parce que là, tu es passé pour un ancêtre. Ça, c'est vrai. Alors, donc de là-bas jusqu'au Gédo, qu'on dise, c'est l'ASC SICAP, par exemple, ou l'ASC Nyaritali. Et Khalidou propose un design qui permet à ces jeunes de récupérer des poubelles. Et on dit à chaque ASC, votre espace, nous souhaitons qu'il soit le meilleur. Et on dit au maire de Dakar, est-ce que tu étais prêt à mettre un prix du meilleur cadre de gestion? Il dit oui, je suis prêt à le faire. Donc essayons de voir tout cela ensemble. J'ai encore tous les documents qu'on avait fini de produire. Et chaque année, un prix du meilleur cadre, ça va transformer Bourguiba, qui mérite quand même une autre belle vision. Si on finit de Bourguiba, on dit l'avenue Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, quand on arrive là, qu'on sache qu'il y a une image de Cheikh Anta Diop sur cette avenue-là? Qu'est-ce qui peut être fait pour que quelqu'un qui rentre là sente quelque chose en train de couler dans son sang parce que ça renvoie à l'Égypte, à l'image du professeur, à côté à l'université, au centre du WARC. Cette avenue-là, quand même, nous renvoie à quelque chose. Donc, on peut voir toutes les grandes avenues du Sénégal et de Dakar et travailler ensemble avec des unions de jeunes, des réseaux et changer le cadre de vie. Mais l'accompagner aussi avec des débats dans les quartiers. Quand tu fais des trucs comme ça sur Bourguiba, il est bon d'avoir une ou deux fois dans l'année, dans le mois, des forums de gestion de cadre de vie avec Grand Dakar. Mais avec l'ASC il faut utiliser les jeunes qui le font déjà. Voilà. Parce que ça existe. Il y en a un qui le fait au niveau de Pikine Guédiouaï, qui est extraordinaire. Donc, je crois que vraiment... Il faut identifier dans chaque... Même quand tu sors de Dakar, tu as des jeunes qui ont fait des choses fantastiques. Voilà. Et même dans les quartiers aussi, même à part l'embellissement des rues et tout, il faut aussi créer des centres
des centres de documentation, ça peut être une bibliothèque, ça peut être, mais quelque chose qui n'a rien à voir avec la musique et le langue. C'est ça. Les gens, les jeunes, c'est-à-dire dans chaque quartier, qu'on crée un espace vraiment pour les jeunes, un espace intellectuel. Les jeunes, ils vont rien que pour apprendre et voir comment développer, enfin, avoir une autre mentalité sénégalaise. Et voilà. Oui. C'est ce que les Brésiliens ont fait. Il faut donc créer un cadre de vie dans lequel l'expression de la jeunesse, des femmes, des enfants, des démunis, va être exprimée et prise en charge. Et cela n'est pas impossible. Il suffit juste d'imaginer, de se mettre ensemble, de prendre en chacun et en chacune de nous de bonnes idées et de fabriquer au montage d'un comportement qui permet de rénover le cadre et de le changer. Oui, je m'excuse, Eugénie. Il y a longtemps qu'elle a demandé. Oui, une petite seconde. C'est pour avertir Marianne. Non, c'est pour avertir Marianne. Elle a intérêt à avoir le nom de tout le monde présent dans cette salle, plus leur adresse email à chacun, plus le numéro de téléphone, y compris Amdi. Parce qu'on va vers une assemblée générale pour un réseau qui sera comme ça, qui a dit, il y a d'autres qui existent, mais on va les coopter. Mais il faut que ce noyau-là, on puisse asseoir quelque chose pour faire les choses autrement. Les lampadaires dans les rues qui nous protègent. Mais les chauffeurs là viennent heurter ça. Le policier, quand il vient, il fait son constat, il oublie qu'il y a des lampadaires qui ont été... Combien ça coûte? Etc. etc. Olga, je te remets la parole, mais tout ça passe ici. Permettez-moi quand même. Lambe, tout le bon. L'Afrique n'a donné aucune discipline olympique dans le sport mondial. Lambe, c'est la culture africaine, c'est la sociologie des sociétés africaines, c'est tout et tout et tout. Ça a été dévoyé à Dakar, mais l'image de Dakar ne doit pas vous pousser à cracher dessus. Il y a quelque chose d'extrêmement noble dans les lames et je vous ferai ici une conférence si vous voulez sur ça. Mais c'est dommage qu'ils ne montrent pas les lames. Oui, d'accord. J'allais oublier quelque chose. Oui. Khalidou, je serais très content que le terrain pour les talibés soit construit avec l'innovation qu'on vient de nous montrer et que nous tous nous en fassions une propagande, un outil de communication, un outil d'innovation et de créativité. Voilà, ça vraiment, ce serait formidable parce que quand même, on a besoin de cadres comme ça avec la chaleur climatique. Et on fait le réseau aussi. C'est parti, parce qu'on a trouvé déjà... Voilà, Olga, on s'excuse. Olga, excuse. C'était juste pour rebondir par rapport à un peu tout ce que vous avez dit, parce que moi j'étais très agréablement surprise. Les projets sont très pointilleux. Ils savent exactement où ils vont. Mais Amina, ils viennent avec des feuilles volantes. Mais un logiciel adapté, il n'y a rien de tel. Tu as un marché, mais considérable. Je pense qu'il faut juste qu'on t'accompagne. Et comme le disait votre camarade pour le réseau, le prolétaire aujourd'hui, c'est celui qui n'a pas de réseau. Si chacun arrive à te mettre dans son réseau, tu as un marché très, très, très considérable. Et Ndeye Mariam, je ne sais pas si tu as pensé à te rapprocher des réseaux qui existent déjà, comme Women in Mining. C'est un réseau de jeunes filles qui sont dans les mines. Elles ont une association qui est très bien structurée, elles organisent des séminaires de formation, elles ont des moyens financiers qu'elles peuvent aller chercher pour t'aider à développer la recherche. Parce que tu dois être à un stade de recherche-développement. Mais c'est une idée qui est très intéressante. Tu as beaucoup d'investisseurs étrangers, des Brésiliens, des Italiens, qui viennent actuellement au Sénégal et qui veulent développer ce type de matériaux de construction. C'est sénégalais, Women in Mining. Et je pense qu'avec eux, tu peux avoir une porte d'entrée pour avoir plus de marché et peut-être des financements pour la recherche-développement que tu es en train de faire. Moi, c'était juste pour dire que j'étais vraiment très agréablement surpris. C'est très rare d'avoir ces jeunes-là
avec des projets si bien pensés. Malheureusement, comme le disait Mariam, il n'y a pas grand-chose qui soit fait au niveau politique, mais il ne faut pas attendre grand-chose des politiques, il faut plutôt faire travailler la société civile, changer les mentalités, rééduquer nos enfants pour ne pas qu'on se retrouve d'ici 20-25 ans avec une génération perdue. Parce que malheureusement, ce qui se passe dans d'autres pays, des pays qui ont peut-être connu des colonisations différentes, des cultures lusophones ou autres, qui ont reçu une éducation différente, parce qu'on se plaint de la colonisation francophone qu'on a connue, mais c'est ce qui nous préserve. D'autres cultures, d'autres pays n'ont pas eu cette chance-là. Si on ne veut pas aller vers les conflits qu'ont connus ou que connaissent d'autres pays, il faut qu'on se ressaisisse maintenant. Parce que le mal culturel devient politique et il y a une violence dans la jeunesse, une frustration qui ne s'exprime que par la violence. On ne respecte plus rien. On se plaint de la lutte. C'est pas la lutte, c'est la jeunesse qui est malade. Mais la lutte, comme le disait M. Sen, c'est culturel. C'est quelque chose de... C'est très profond. Non, c'est très profond la lutte. C'est pas la lutte qu'on voit à la télé où on se tape. Je les invite à Djilor, ils vont voir. Ah voilà, à Djilor ou même à Sokol. À Dembapa, tout ce genre de choses. Ça fait un peu pas trop de dire à un autre jeune comme toi, je suis fier, mais je suis fier quand même. Donc je le dis quand même. Voilà. Vraiment, je suis vraiment impressionné. Je ne sais pas si tout le groupe est comme vous, mais si tout le groupe est comme vous, c'est gagné. Il y en a quelques-uns qui sont... Franchement, je vois, bon, Ousseynou, moi j'ai souvent dans mon parcours été le plus jeune. Et j'ai souvent été victime de ça. Et je vois que tu as 21 ans, et ce que tu fais, c'est extraordinaire. Donc je dis bravo. Et je me retrouve beaucoup aussi à travers les choses que tu fais. Et je trouve que c'est vraiment bien. Sur le plan de la jeunesse, pour moi, la jeunesse, c'est pas un âge, d'abord. C'est un état d'esprit. Et ça, il faut que ça soit clair. Voilà. Eugénie, pour moi, est quelqu'un de beaucoup plus jeune que des jeunes de mon âge que je connais et qui n'ont absolument pas d'ouverture d'esprit. Pour moi, c'est vraiment un état d'esprit. Et surtout, n'acceptez jamais d'être victime de cet état d'esprit. Au contraire, ça doit être votre fierté. Au début, c'était toujours difficile. Oui, tu es le plus jeune, donc tu parles pas. Ah, j'en ai fait l'inverse. C'est parce que je suis le plus jeune, justement, que je peux me permettre de dire des choses que les autres ne disent pas et qu'ils vont me respecter parce que je suis assis à leur table. Donc, pour vous, ça doit être la même chose. Ça doit être une force que vous devez utiliser. Je pense aussi par rapport aux politiques, pour en revenir à une petite anecdote. On m'a demandé, les Nations Unies m'ont invité à représenter le Sénégal au Forum pour les politiques de jeunesse en Azerbaïdjan l'année dernière. Donc, bien entendu, j'envoie un courrier pour présenter la politique de jeunesse sénégalaise, qui n'existe pas en soi. Donc, j'envoie un courrier au ministère de la Jeunesse et je leur demande une audience avec le ministre, etc., parce que le ministre devait y être aussi. Sauf que c'est moi qui devais parler de la politique de la jeunesse sénégalaise. Donc, beaucoup de jeunes étaient venus pour casser du sucre sur leur État. Parce que c'est les Nations Unies et c'est la bonne plateforme pour qu'on dise oui, il y a ça qui ne marche pas, etc. Moi, ce n'est pas du tout mon idée. Pour moi, on est une nation, pour moi, c'est un état d'esprit qui n'est pas forcément valable partout, mais on doit laver le linge sale en famille. Et pour moi, au niveau international, ce n'est pas l'endroit pour faire certains plaidoyers qui ne vont pas se résoudre là-bas, mais qui vont plus ternir l'image. Donc j'ai demandé à voir le ministre ici. Il ne m'a pas reçu. Bon, j'ai été faire tout simplement ce que j'allais faire là-bas. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé mon état d'esprit sur ce que j'attends pas de mon pays, mais des autorités de mon pays. Très clairement, rien. Aujourd'hui, je considère que 35% de mon salaire est pris par eux. D'accord? Pourtant, je n'ai pas des bonnes routes. Je n'ai pas de subvention pour quoi que ce soit. Et en plus, je dois payer d'autres choses sociales qui devaient être réglées par eux. Donc pour moi, vis-à-vis de l'État, en termes d'institution, j'ai déjà donné. Tout le reste, si je peux recevoir d'eux, c'est bon. Si je ne peux pas recevoir d'eux, c'est bon. Mais ne soyez pas dans l'attente, comme disent les autres. Surtout que soyez conscients qu'on est dans un État qui, en plus de ne rien avoir, ne fait rien pour avoir. On n'a pas d'or, on n'a pas de pétrole. Enfin, on a un peu d'or, mais on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'uranium, on n'a pas de ceci. On n'est pas un État qui est liquide. Nous, on devrait être le modèle d'État comme la Suisse, basé sur notre... On réfléchit, on trouve des choses que l'on arrive à vendre. On ne l'a pas fait, c'est pas grave. Mais je pense que c'est fondamentalement important de vous dire à vous de ne pas attendre d'être appuyé par qui que ce soit. La majorité des gens, et je pense que c'est quelque chose qui se transforme progressivement quand on fait ces programmes comme ça, on se dit on ne peut pas entreprendre sans argent. C'est pas vrai. On peut entreprendre sans argent, l'argent il vient après. L'argent il vient quand on apprend à entreprendre.
Mon premier projet, j'ai pu mobiliser, je pense, 600 000 francs. Les tontons, les tatas, les amis des tontons, les amis des tatas. Ensuite, le deuxième, 1 million, 2 millions. Le troisième, 15 millions et celui-là actuellement, 160 millions. Ça veut dire que les choses évoluent. Les choses évoluent non pas parce qu'on a plus de capacité à chercher de l'argent, mais parce qu'on a plus de capacité à développer des choses bien. Et surtout, on sait comment les vendre. Et ça, je l'ai entendu dans ton discours. Et je pense que c'est quelque chose de très bien. Tu as dit de façon extrêmement simple les choses qui marchent dans le business. Et l'entrepreneuriat social doit aussi tenir compte des techniques de business. Quelqu'un qui vient nous financer en RSE ou quoi que ce soit, il y a des notions qui existent, des valeurs auxquelles les gens croient, etc. Mais un business reste un business. Et même dans l'entrepreneuriat social, à nous de savoir comment l'attirer pour qu'il se dise que même businessment parlant, il s'y retrouve, au-delà de son idéologie, de par sa visibilité, de par l'implication de ses membres dans des activités, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de petites choses que je pense que vous avez appris et qu'il faut continuer à développer. Mais le plus important, et je vais m'en arrêter là, c'est l'état d'esprit. Pour moi, aujourd'hui, le plus grand problème de cette jeunesse, c'est d'abord sa non-responsabilité dans son état, de son état. La jeunesse n'est pas responsable d'être mal éduquée ou d'être ceci ou d'être cela, parce que c'est ce qu'elle a reçu. Donc elle ne fait que ce qu'elle a reçu. Donc on ne peut pas la culpabiliser en disant « Oh, les jeunes sont perdus, les jeunes sont nuls ». Si les élèves sont nuls, c'est parce que leurs profs sont nuls. Si leurs profs sont nuls, c'est parce que l'État est nul, parce qu'il les a mal formés. Donc finalement, on reste dans un système nul. Parce que ce sont ceux qui ratent leur école en 3e parce qu'ils ont été mal formés, qu'on amène enseigner aux gens de CP qui vont être mal formés jusqu'en terminale, etc., etc. Donc à partir d'un moment, on sort du système, on regarde le système de loin et on se dit « Ok, moi je sens que je n'appartiens plus au système, je n'ai plus envie de marcher dans le système. » Et donc je décide de faire des choses comme comme les choses que vous êtes en train de faire, et vous donnez, moi, le credo de ce qu'on fait, c'est soyons solution. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête. Nous, on est une société, surtout très francophone, et là je reviens, on est beaucoup dans le débat. Si on fait un débat à la télé, de 1 heure, 50 minutes, on va débattre du problème. 5 minutes, on va parler des pistes de solutions, et 5 minutes, on va conclure. On change les choses. On parle du problème pendant 5 minutes, parce que tous les problèmes dont on parle, on les a analysés 50 000 fois. Ça fait 60 ans que c'est les mêmes, et on les réanalyse encore. On ne les analyse plus. On essaye de penser à des solutions, on met le maximum du temps dessus, et progressivement, les gens se disent, quand on change l'état d'esprit, c'est le fondement de la personne qu'on change. Et si on arrive à faire que la personne, quand elle a un problème, sa première réaction, c'est pas de dire « Hey, yallah, c'est tout de suite de se dire « Ok, voici ce qu'il y a autour de moi, voici comment je peux apporter une solution. » C'est là qu'on a fait le premier pas. Et si vous êtes les premiers ambassadeurs de ça, dites-vous qu'avec cet état d'esprit, vous allez faire travailler 5-10 personnes à qui vous allez transmettre, comme on reçoit aujourd'hui du WAR. Ensuite, c'est une vingtaine qui va donner à une autre vingtaine, etc. Et on crée une nouvelle chaîne avec un nouvel état d'esprit qui se génère autour d'objectifs communs, notamment l'intégration africaine dont vous avez parlé, qui est pas le prochain défi, mais en tout cas la prochaine réalisation, qui est le défi d'aujourd'hui et la prochaine réalisation pour aspirer à quelque chose de plus grand pour nous, parce qu'économiquement, on est une micro-échelle, on est un nano-État par rapport au monde. Et en termes, là c'est plus pour les profits de business, on n'existe pas dans le monde businessment parlant. Et je veux dire, on est 13 millions à 300 millions d'habitants toute l'Afrique de l'Ouest, on fait la moitié du PIB de la Suisse. D'accord? Où ils sont 7 millions. Donc en termes d'échelle, on n'est pas grand-chose. Il faut qu'on arrive de façon très très solide à s'intégrer avec d'autres jeunes africains. Et je pense que des programmes comme le JET, comme le YALI notamment, sont des programmes qui nous aident à sortir de notre zone de confort et à voir autre chose. En tout cas, je vous encourage beaucoup, beaucoup et je suis très 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 heureux d'être là parce que c'est pas pour rien, quoi. Voilà.